Bonjour à tous. Donc, on a le plaisir ce soir de recevoir là sur notre petite chaîne Zoom Philippe Braun. Alors, Philippe Braun, c'est un ancien officier marinier des forces océaniques stratégiques, sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Il est cadre retraité de l'entreprise EADS et pilote privé et actuellement président du comité régional aéronautique d'Île-de-France qui est rattaché à la Fédération française aéronautique. Philippe, bah écoute, c'est à toi. Alors, de nouveau, je salue les participants à cette conférence et je vais vous présenter l'organisation de ma conférence. Donc, je ferai tout d'abord un petit préambule. Ensuite, on parlera donc des grands types de sous-marins, leurs missions, comment sont organisés les équipages, et puis on passera réellement à la vie à bord en examinant donc les points communs, les différences, le déroulé d'une journée, les contraintes physiques et physiologiques, puis les contraintes psychologiques et enfin donc le retour en mer à l'issue de la mission. Le sous-marinier fait partie de l'une des composantes les plus importantes de l'armée française. On ne devient pas sous-marinier par hasard, c'est un choix assumé. Non par goût du risque, car le risque est présent, il est permanent et il doit être accepté. Mais pour servir dans une élite, dans une unité d'élite, et on devient également sous-marinier pour exercer sa spécialité dans une arme à haut niveau de technicité. Mais ce choix ne peut pas se réaliser que si l'on accepte d'être dans certaines conditions qui vont mettre en œuvre et mettre à l'épreuve des qualités humaines sur les plans du relationnel, de l'équilibre psychique, de la réactivité, du discernement, du respect, de l'engagement et encore bien d'autres conditions. Sur toutes les entités navigantes ou dans les bases à terre de la Marine nationale, on trouve une devise qui est honneur, patrie, valeur, discipline. Et cette devise va accompagner le marin militaire tout au long de sa carrière, quel que soit son grade et sa fonction. Nonobstant cette devise, la vie à bord repose sur des valeurs fondamentales comme l'engagement dans la mission. Tout membre d'équipage est conscient qu'il part pour une mission où l'ordre de tir réel peut parvenir au sous-marin. La discipline, pour tout membre de l'équipage, dans sa spécialité et dans sa fonction, à bord, un ordre reçu doit se comprendre et s'exécuter avec la confirmation de l'exécution. Les consignes, les procédures doivent être appliquées à la lettre. La compétence, elle se décline en permanence dans tous les actes de la vie à bord, car c'est un impératif pour garantir la mission et surtout la sécurité du sous-marin. La confiance en soi et envers les autres, comme le respect, sont des valeurs qui se partagent et qui participent à la cohésion de l'équipage. Et cette cohésion de l'équipage est très importante. Je vais à présent, si vous, vous décrire donc la vie du sous-marinier, qui est intimement liée au type de sous-marin sur lequel il est embarqué et des missions pour lesquelles ce sous-marin est conçu. Donc on trouve deux types de sous-marins. Il y a aujourd'hui donc des sous-marins qui sont les sous-marins d'attaque, que l'on appelle également des chasseurs, qui ont pour mission de chasser les autres sous-marins, mais également les bâtiments de surface. Et le deuxième type, ce sont les sous-marins lanceurs d'engins, dont la mission est d'être des plateformes indétectables de lancement d'engins balistiques capables d'atteindre tous les points du globe. Le premier type de sous-marins conventionnels, qui ont donc précédé d'autres sous-marins, les derniers sous-marins d'ailleurs conventionnels, c'est-à-dire diesel électrique que la France a utilisés, ont été des sous-marins donc, comme les narvals, des sous-marins à propulsion diesel électrique, les sous-marins narvals qui étaient des sous-marins de 1500 tonnes, puis les sous-marins de tout petits de 400 tonnes, les premiers petits chasseurs, donc les types Aréthuse, enfin les sous-marins Daphné, qui ont été des sous-marins d'attaque extrêmement performants, puis les Agosta,
furent les derniers utilisés. Donc voilà un type Agosta qui furent les derniers utilisés par la marine française. Il y avait donc 4 types Agosta du type. C'était les Agosta, le Bévésier, le La Praia et le Ouessant. Ils ont été remplacés par les sous-marins nucléaires d'attaque, donc à propulsion nucléaire, qui sont actuellement au nombre de 6 de la classe Ruby, le Saphir, le Casabianca, l'Émeraude, l'Améthyste, etc. Donc, ils sont basés à Toulon. Ils sont donc à propulsion nucléaire et c'est la première génération des SNA. 3 autres sous-marins de type SNA de la classe Suffren viennent compléter donc la classe Ruby et c'est la 2e génération. Cette 2e génération est constituée actuellement de 3 sous-marins de classe Suffren et ils seront rejoints donc prochainement. Donc voilà un SNA classe Ruby, première génération. Et les sous-marins de classe Suffren seront rejoints donc par 3 autres de cette classe à partir de 2027 jusqu'en 2030. Il y aura donc à nouveau 6 sous-marins d'attaque nouvelle génération. Le 2e type, ce sont donc les sous-marins lanceurs d'engins. Ce sont les SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. La première génération, au nombre de 4, est la classe redoutable, sur laquelle j'ai navigué. Ils ont été remplacés, donc voilà un redoutable, ils ont été remplacés par la 2e génération, qui est donc la classe Triomphant, et qui sont donc au nombre de 4 également, et basés à île Longue. Voilà donc le Triomphant que vous avez sur cette vue. Donc, bien que la France ne possède plus de sous-marins diesel électriques, il me paraît intéressant d'en parler, car les marines étrangères les utilisent encore. Et il faut savoir d'ailleurs que nos sous-marins conventionnels de type Agosta ont été énormément vendus donc, dans des marines étrangères, marines pakistanaises, etc. Donc, même les types Daphné, les chasseurs performants que l'on avait à l'époque, ont fait l'objet de ventes dans des marines européennes. Au travers des différents types de sous-marins et par voie de conséquence des différentes missions, la vie à bord est quelque peu différente. C'est ce que je vais vous exposer. Alors, plutôt que de décrire successivement la vie à bord d'un sous-marin conventionnel de type diesel électrique, puis à bord d'un sous-marin nucléaire, je vais, si vous me le permettez, faire plutôt un parallèle entre la vie à bord du sous-marin d'attaque diesel électrique et la vie à bord d'un sous-marin nucléaire. Sur le sous-marin diesel électrique, il n'y a qu'un seul équipage d'environ 50 hommes pour des missions de quelques jours à 45 jours maximum. L'embarquement du gasoil et des vivres conditionne la durée limitée aux 45 jours, avec une vie à bord dans une coque, bien entendu, qui est réduite. Elle fait entre 50 et 60 mètres de long sur 4 à 5 mètres de diamètre. Alors, ce n'est pas une coque, ce n'est pas un tube lisse, hein, c'est encombré de matériel, bien entendu, ce qui fait qu'il y a très peu de place et on peut considérer que c'est un univers tout à fait particulier qui est à la disposition donc, des sous-mariniers d'attaque. Sur les SNA et SNLE, il y a 2 équipages. On appelle d'ailleurs régulièrement un équipage vert ou un équipage bleu ou un équipage rouge. Et il y a également un équipage très réduit qui est l'équipage vert, dans lequel on va pouvoir ponctionner donc des spécialités tout à fait indispensables que l'on devra donc mettre à disposition d'un sous-marin qui aurait donc des membres d'équipage qui occupent des postes clés et qui seraient donc inopérants ou malades à terre et qu'on ne pourrait pas embarquer. Donc, on a soit 2 fois 70 hommes sur SNA et 2 fois 110 hommes sur le SNLE. Alors, pour les 2 types de sous-marins nucléaires, que ce soit SNA ou SNLE, ce sont des missions qui vont donc aller de 70 à 100 jours maximum
Et là, dans une coque qui est beaucoup plus grande, hein, puisque c'est 75 mètres environ donc pour un SNA et 130 mètres de long pour un SNLE, avec des diamètres plus importants, puisqu'il y a donc une cale et au moins 2 ponts sur un SNA, et puis donc une coque de 11 mètres de diamètre pour un SNLE, puisque bien entendu, ce diamètre est conditionné par les tubes lance-missiles. Alors, cette durée est conditionnée par l'embarquement des vivres, frais, puis congelés, surgelés, et enfin déshydratés si la mission devait approcher les 100 jours. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que cette durée maximum est également conditionnée par la résistance psychologique de l'équipage. On va regarder donc dans la vie à bord, quels sont les points communs entre sous-marins conventionnels et sous-marins à propulsion nucléaire. Alors, durant les missions sur sous-marins conventionnels ou sous-marins nucléaires, l'équipage est réparti en différents postes. Il y a les postes de manœuvre, les postes de plongée, le poste de quart, le poste d'entretien, le poste de combat. L'équipage est divisé en 3 tiers qui vont se succéder sur la décomposition des 24 heures de la journée afin d'assurer un roulement et une permanence des quarts. Par exemple, si le sous-marin est parti le matin à 8 heures, le premier tiers va être, après le poste de manœuvre, hein, sitôt l'appareillage terminé, va être de quart, donc de 8 heures à midi. Le deuxième tiers va prendre la relève de midi à 15 heures. Le troisième tiers prendra la relève de 15 heures à 18 heures. Puis le premier tiers prendra de 18 à 20 heures, le deuxième de 20 à minuit, le troisième de minuit à 4 heures du matin, et le premier reprendra de 4 heures à 8 heures, et ainsi de suite. Donc vous voyez que ça fait en plus un décalage d'une journée sur l'autre. Durant ce découpage de la journée, les heures de repas sont fixes, mais des exercices pour entraînement aux avaries, aux incendies, aux voies d'eau et aux postes de combat peuvent être déclenchés de manière tout à fait aléatoire pour maintenir la vigilance et le niveau des compétences qui s'y rapportent. Dans cette journée se succèdent également des heures de repos et de loisirs, bien entendu. Voilà pour les principaux points communs que l'on peut donc avoir entre les sous-marins conventionnels et les sous-marins nucléaires. Alors, j'allais oublier, mais parmi les points communs, il y a également les rites et les coutumes. Alors, la coutume, pour tout nouvel embarqué sur un sous-marin, est sa première plongée à 300 mètres. 300 mètres, c'est à peu près la moyenne, je dirais, dans l'immersion à laquelle le sous-marin peut opérer. Alors, l'impétrant doit se soumettre à l'usage, qui est donc de boire un bol d'eau de mer tiré à cette immersion de 300 mètres. Et s'il boit la totalité de son bol, il est récompensé par un bol de vin, pour lui rappeler d'ailleurs que Bacchus a noyé beaucoup plus d'hommes dans le vin que Neptune dans la mer. Parmi les rites, il y a celui du passage de la ligne. Alors, ça peut être l'équateur ou le cercle polaire, et ce passage donne lieu à une cérémonie parfaitement organisée. Le dieu de la ligne, accompagné de ses disciples en tenue de cérémonie, c'est-à-dire donc des déguisements appropriés, veille au parcours initiatique obligeant les futurs baptisés en petite tenue à des contorsions dans différents endroits du bord, et notamment à la souillarde, où ils sont copieusement soumis à des badigeons et aspersions de produits divers, avec l'obligation, bien entendu, de déclamer une profession de foi pour recevoir l'onction finale. Le baptisé se verra du reste remettre un diplôme qu'il conservera précieusement pour éviter au cours de ses prochains embarquements de subir à nouveau le même sort. Alors maintenant, on va examiner donc les différences qu'il y a entre les sous-marins conventionnels et les sous-marins à propulsion nucléaire pour la vie à bord. Alors, elles sont essentiellement au niveau de la durée du confinement et du confort relatif à l'espace et à la stabilité du sous-marin. En différence également, on trouve bien entendu le contact avec la lumière du jour, propre au sous-marin conventionnel qui va naviguer en surface,
et qui va pouvoir également naviguer donc en immersion périscopique. Ceci étant, il sera soumis aux caprices de la mer, aussi bien en surface qu'en immersion périscopique au schnorchel. Alors, quand il y a mauvaise mer, mieux vaut être amariné pour ne pas souffrir du mal de mer, et mieux vaut dormir en hamac plutôt que dans la banette, où il ne faut pas oublier de vérifier la mise en place d'une barre de maintien, sinon on risque de se retrouver rapidement au sol. Une autre différence fondamentale est que le sous-marinier conventionnel fait ce que l'on appelle la couchette chaude, c'est-à-dire qu'il y a 2 couchettes pour 3 hommes d'équipage. Pas de placard pour ses effets personnels, mais une petite valisette logée dans les bancs du poste équipage. Alors, seule une partie des officiers a droit à la couchette individuelle. Si au cours de la mission, le sous-marin fait une escale en France ou à l'étranger, qui peut être d'ailleurs, au niveau de cette escale, accompagné d'un bâtiment de soutien logistique, eh bien, l'équipage bénéficiera du confort de l'hôtel. Cette particularité de l'escale est fort appréciée car elle permet un meilleur repos. Et puis surtout, ça permet également de prendre une douche et une amélioration de l'ordinaire, avec notamment la possibilité de se réapprovisionner en vivres frais. Parlons de l'ordinaire, justement. Pour l'ordinaire à bord, le cuistot, alors voilà, donc l'espace dans lequel peut vivre le sous-marinier sur sous-marin conventionnel. Le cuistot, donc, il va opérer dans un petit réduit de 4 mètres carrés qui lui sert de cuisine. Et donc, bien entendu, vous voyez que dans ce petit réduit, il fait la cuisine même quand il y a mauvaise mer. Hein. Que ce soit le sous-marin en immersion périscopique, au schnorchel ou en surface, pour lui, ça ne change pas grand-chose. Le pain qui n'est pas fait à bord prend l'humidité, le vin devient vite du vinaigre, et les vivres frais ne dépassent pas les 10 à 15 jours avant d'être remplacés par quelques surgelés. Vu la place limitée à bord, des vivres sont entreposés, et ça c'est assez remarquable, dans des compartiments comme ceux des postes de torpilles. Partout où on peut trouver de l'espace, on case des cagettes de vivres, des cartons de boissons, etc. Et puis, un endroit insolite qui est utilisé, il y a 2 poulaines à bord d'un sous-marin conventionnel, eh bien on stocke dans l'une des poulaines un certain nombre de cajots, de cartons de vivres. Alors, il faut reconnaître que cette disposition, qui est pour le moins insolite, comme je le disais, va bien entendu perturber les embouteillages, enfin va créer des embouteillages même pour satisfaire ses besoins naturels, hein, parce que si à un moment donné, après le café du matin, qui peut être diurétique si des gens veulent se précipiter à la poulaine, ils seront obligés d'attendre leur tour, bien évidemment. Alors ça ne dure pas très longtemps, cette situation, bien heureusement, mais c'est quand même à noter, c'est quand même assez particulier. Alors à bord du sous-marin conventionnel, l'eau douce y est aussi une denrée précieuse. La réserve d'eau va vite être réduite et utilisée par le cuistot principalement. Ce qui fait que l'équipage va être conduit à des toilettes de chat, et qui plus est à l'eau de mer. Et à l'eau de mer, ça se fait avec un savon particulier, parce que essayer de prendre un savon de Marseille quelconque et vous lavez avec de l'eau de mer, vous verrez que ça ne mousse pas et que le savon n'est pas très efficace. Donc il y a des savons appropriés qui permettent de se laver, mais très honnêtement, il y a très peu de gens qui vont prendre une douche à l'eau de mer avec ce savon. Pour les loisirs, la place étant réduite, il n'y a que la lecture, les jeux de cartes et les séances de cinéma qui vont donc être projetés au poste des torpilles. Alors, pour avoir navigué 3 années sur sous-marin conventionnel avant mon embarquement sur le Redoutable en 1969, je peux vous dire que les missions avec escale étaient effectivement fort appréciées. Et lorsque nous quittions l'hôtel et que nous redescendions à bord, on découvrait avec stupéfaction les odeurs pestilentielles dans lesquelles on vivait, sans s'en apercevoir. Hein. Donc, odeurs de gasoil mélangées à des odeurs d'huile, de vernis, de métal chauffé, des restes de cuisine, des évents des poulaines, enfin bref, ça ne sentait pas la rose.
Pour l'anecdote, sur le sous-marin conventionnel, le fumeur peut profiter de la navigation en surface pour s'adonner à son plaisir ou à son vice, selon la façon dont on le voit. Et il est à noter que la coopérative du bord offre la possibilité d'acheter des cigarettes de toute marque en détaxe dès la sortie des eaux territoriales. C'est le même principe sur le sous-marin nucléaire, avec le fait là que le fumeur devra attendre patiemment son retour à terre. Alors sur SNLE, pas de contact avec la lumière du jour durant la mission. Dès sa sortie de l'île Longue et de la rade de Brest, le sous-marin va disparaître sous les flots. Comme le disait effectivement Robert Merle, qui a écrit un livre, le soleil ne se lève pas pour nous durant toute la mission. Voilà, donc sur un sous-marin nucléaire, l'espace des couchettes à bord. Donc vous voyez qu'il y a quand même une différence avec la vue précédente. Voilà une cafétéria. Donc vous allez voir, on va en parler à l'instant. Donc on voit très bien qu'il y a un espace qui est complètement différent entre le SNLE et le sous-marin conventionnel. Donc chaque membre d'équipage a sa couchette personnelle. C'est ce que je viens de vous montrer avec un petit placard pour ranger ses effets. Le confort est sans commune mesure avec celui du sous-marin conventionnel. En effet, la chaufferie nucléaire, avec l'appareil propulsif et les turbo-alternateurs, réclame de l'eau. Cette eau produite donc à partir de l'eau de mer, elle est produite par des bouilleurs à vapeur et des bouilleurs électriques. Donc, on fait de l'eau industrielle, de l'eau distillée et de l'eau douce. Conclusion, l'eau douce va être utilisée également pour la cuisine, pour le lavage, la boisson et les douches qui peuvent être prises quasiment à discrétion. Grâce à cette eau également, on a une buanderie qui permet le lavage et l'entretien du linge personnel et d'intendance, avec toutes les possibilités offertes comme dans un pressing. Les repas sont préparés dans un espace d'une dizaine de mètres carrés, c'est-à-dire que là, si vous le voyez sur cette vue donc, de la cafétéria d'un SNLE, et bien sur toute la longueur de la cafétéria, vous avez sur un côté l'espace donc de cuisine partagé entre le cuistot, donc avec ces différents fours, appareils de cuisson, etc., et le coin du boulanger avec ses appareils pour les pâtons et pour la cuisson donc du pain. Donc, en dehors des mets variés, parce que donc on mange très très bien, vous savez que c'est aussi un propre de la Marine nationale, c'est que l'intendance est quand même quelque chose qui est privilégié. Donc, en dehors de mets variés, dignes d'un restaurant de qualité, on peut dire, confectionné par le chef cuistot, le boulanger fait du pain quotidiennement, assorti de brioches et viennoiseries auxquelles s'ajoutent des gâteaux les week-ends. Certes, les vivres frais vont s'épuiser rapidement, comme sur le sous-marin conventionnel, mais les vivres surgelés de qualité vont largement les remplacer. Et on pourra en stocker beaucoup. Et donc, derrière, si la mission se prolonge, comme je vous l'ai dit, eh bien, on passera des vivres surgelés aux vivres congelés, puis aux vivres déshydratés, si jamais on devait s'approcher des 100 jours ou dépasser les 100 jours, ce qui, a priori, ne sera jamais le cas. Si la qualité de vie est due à l'intendance, elle est également complétée sur un SNLE ou un SNA par une veille sanitaire pour l'ensemble de l'équipage, apportée par la présence d'un médecin et d'un infirmier à bord. Que dire sur ce médecin? Le médecin il est formé aux disciplines de médecine générale, mais également de chirurgie traumatologique et viscérale. Il est assisté donc d'un infirmier, lequel possède une formation d'anesthésiste. Tous deux œuvrent dans ce que l'on pourrait, et ce qui est baptisé un peu pompeusement hôpital, dans un local d'environ 10 mètres carrés, et ce local est polyvalent. Par exemple, le siège de dentiste va se transformer en table d'opération avec tous les accessoires appropriés pour recevoir un patient. Alors, c'est assez amusant qu'il y ait donc un médecin et donc un anesthésiste, parce que ça peut être quand même utile. Et pour l'anecdote, sachez que sur l'un des premiers SNLE, c'était le foudroyant, le médecin du bord a été victime d'une crise d'appendicite. Difficile de s'opérer soi-même, hein. Donc la mission a dû être interrompue et annulée, avec un retour en surface
pour élitreiller le médecin. Alors, depuis cet incident majeur, tous les médecins subissent une ablation de l'appendice pour pouvoir embarquer. L'équipage sur un SNLE ou un SNA évolue dans un environnement nucléaire. Alors, surtout sur SNLE où, en plus du réacteur, il y a les bombes des missiles. Donc, l'équipage porte des stylos et des films dosimètres en permanence qui sont régulièrement contrôlés afin de déceler toute trace de radioactivité dans l'air ambiant. Une équipe spécialisée appelée en NBC, donc c'est-à-dire nucléaire, bactériologique et chimique, a la charge de ce contrôle permanent des stylos et des films. Alors il faut savoir également que l'équipage subit un contrôle gamma-graphique au départ de la mission comme au retour. Là aussi, je vais vous confier une anecdote, c'est qu'à la veille d'un appareillage sur un SNLE, un membre d'équipage s'est vu refuser l'embarquement car il présentait un pic anormal de radioactivité. Et il n'en expliquait pas la raison. Alors, il fut remplacé donc par un membre de l'équipage vert dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et au retour de la mission, on a appris qu'après plusieurs questionnements de la commission d'enquête, parce qu'il est passé devant une commission d'enquête, parce qu'il fallait à tout prix savoir pourquoi il avait ce pic de radioactivité, eh bien, il s'est souvenu que quelques jours auparavant, il avait rendu visite à son dentiste, lequel lui avait fait un panoramique dentaire. Ceci montre bien que finalement, on était parfaitement contrôlé. Et je peux vous assurer, pour avoir navigué donc sur 3 SNLE, que la sécurité donc au niveau de la chaufferie nucléaire est vraiment parfaite. Ce que l'on craint le plus d'ailleurs, je vais rouvrir une petite parenthèse supplémentaire, c'est le tritium, qui est un gaz qui est donc chargé de doper les têtes des bombes sur chacun des missiles. Et ce tritium, il a une fâcheuse particularité, c'est qu'au bout d'un certain temps, il peut finir par migrer à travers le manteau des bombes. Donc on peut le retrouver dans l'extérieur, c'est-à-dire dans l'air ambiant du sous-marin. Mais ça ne s'est jamais produit. Alors toujours au niveau des choses un peu vastes, il est clair que les officiers, comme les officiers mariniers et le reste de l'équipage, bénéficient soit du carré, soit de cette cafétéria dans laquelle ils prennent les repas, mais également comme salle de détente, de cours. On peut suivre des cours, on peut mettre à jour des monographies, on peut faire beaucoup de choses, des jeux, de cinéma et de rencontres, bien entendu, entre les membres d'équipage. On va parler maintenant des contraintes physiques et physiologiques. Alors, dès le départ en mer, plus exactement, on peut dire que notre boussole physiologique est quelque peu perturbée durant les 2 premiers jours. La journée qui se déroule d'ailleurs à la lumière électrique en permanence est rythmée dans son passage entre le jour et la nuit par l'éclairage rouge pour la nuit. Malgré cela, il n'est pas rare que lorsqu'on se fait réveiller dans sa couchette pour aller prendre son quart et que l'on regarde sa montre, on voit marquer 12 heures, mais on marque un temps d'arrêt en se posant la question, est-ce midi ou minuit? Cette horloge biologique finit par se recaler quand même assez rapidement. Sur le sous-marin diesel électrique, la propulsion se fait par des moteurs électriques qui sont alimentés par des batteries au plomb, qui nécessitent d'être rechargées par l'intermédiaire des groupes électrogènes. Lorsque le besoin de recharger devient imminent, le sous-marin remonte à l'immersion périscopique et hisse le schnorchel, qui va permettre au diesel d'être alimenté en air. Dans cette configuration, lorsque le clapet du schnorchel se referme pour éviter l'introduction de l'eau de mer, les diesels, bien entendu, qui continuent à tourner, aspirent tout naturellement l'air du bord et non plus l'air extérieur, générant ainsi une dépression qui se fait sentir dans les oreilles avec le retour brutal de la pression extérieure dès la réouverture du clapet du tube schnorchel. Et il n'est pas rare de devoir faire des valsalva pour se débloquer les tympans. Mais bien entendu, si cette dépression tombe en dessous de 220 millibars, approche les 300 millibars, il y a un risque d'hypoxie et de syncope. Il faut donc déclencher rapidement l'alerte pour stopper les moteurs diesel.
Le fonctionnement de ces moteurs diesel génère un bruit qui se répand dans l'ensemble des compartiments sur un sous-marin conventionnel, réveillant les personnels de repos. Dans les compartiments diesel, le niveau sonore nécessite le port des casques anti-bruit pour les mécaniciens et la température grimpe rapidement, qui vient s'ajouter donc à l'inconfort des mécaniciens, surtout lorsque l'on est en surface et par mauvaise mer ou au schnorchel. Sur un sous-marin conventionnel, la qualité de l'air également est à surveiller car durant la plongée, elle se dégrade. On surveille le taux de CO2 et le taux d'oxygène, ainsi que le taux d'hydrogène généré par les batteries au plomb, il ne faut pas l'oublier. Donc, quand on veut régénérer un peu cet air, eh bien, pour ce qui est du CO2, on fait circuler l'air sur des tamis de chaux soudée. Et pour ce qui est de l'oxygène, eh bien, on n'a pas le choix. Ce sont ce qu'on appelle des chandelles, qui sont des cartouches pyrotechniques avec un composé qui permet qu'on met à feu par une magnéto et qui permet de libérer un peu d'oxygène, mais c'est accompagné d'une fumée un peu âcre. Donc, c'est quand même pas, c'est pas vraiment agréable. Ceci étant, on n'a pas le choix, surtout lorsque le sous-marin doit rester discret au cours d'une mission. Et il ne peut pas remonter systématiquement donc, à l'immersion périscopique. Donc, il faut à ce moment-là faire en sorte que les gens parlent peu pour émettre le moins possible de CO2. On essaie de garder le plus longtemps possible un air à peu près respirable avec ces artifices, mais bien entendu, c'est quand même limité. Sur le sous-marin nucléaire, les 75 jours de mission, voire au-delà, se passent sur une plateforme stable. Point de roulis, point de tangage, avec un conditionnement d'air qui maintient une température à 21 degrés de manière constante, ou 22 degrés si on le souhaite. Et en dehors du compartiment arrière abritant les turbines à vapeur de l'appareil propulsif et les turbo-alternateurs, où la température là aussi monte, le seul bruit perceptible dans le reste du bord est celui du conditionnement d'air. Donc c'est un sacré confort. Alors ce conditionnement d'air, eh bien, il véhicule un air sans polluants grâce aux usines de décarbonatation. Donc là, pas des cartouches de chaux soudée, mais des usines qui sont conséquentes sur lesquelles où on fait circuler l'air sur un tamis de billes d'alumine qui sont chauffées. Mais je ne rentrerai pas dans tous les détails techniques. Et puis, il y a également des usines de production d'oxygène. Donc, on a un air constant, très sain. On peut se mettre 20% d'oxygène ou un peu plus si on le souhaite. Donc, on peut être comme à la montagne. Bref, on a vraiment quelque chose que l'on peut avoir là aussi à discrétion. La pression est maintenue également donc, à la pression standard de 1013 millibars. Donc, pas de variation de pression impactant les oreilles. C'est également du confort. Et puis, une chose que l'on peut faire sur un sous-marin nucléaire qu'on ne fait pas sur un sous-marin conventionnel, c'est de maintenir une certaine forme physique. Parce que durant la patrouille, d'ailleurs, de 10 à 12 semaines, et pour tenter d'éliminer donc les conséquences d'une restauration riche et généreuse, eh bien, on a à sa disposition soit des vélos santé, des rameurs, des tapis de marche, des haltères, que l'on peut donc utiliser dans des espaces libres comme les endroits de la tranche missile, notamment dans les parties hautes, ce qu'on appelle le grenier sur le sous-marin nucléaire, donc le grenier de la tranche missile, permet de faire un peu d'exercice physique. Voilà, et ça, c'est donc quelque chose qui n'existe pas, comme je le disais, sur le sous-marin conventionnel. On va regarder donc les contraintes psychiques et psychologiques. Et pour tous les sous-marins, eh bien, il y a effectivement des choses comme la promiscuité, le confinement, l'éloignement familial, le stress, le spleen. Sur un sous-marin conventionnel, dès le contact avec la surface, du courrier peut être transmis à l'équipage par radio ou du courrier postal par le bâtiment de soutien logistique qui peut accompagner donc le sous-marin à différents endroits de sa mission. Sur un sous-marin nucléaire, rien de tout ça, car le sous-marin nucléaire, d'abord, il doit rester discret, donc il n'émet pas. Premièrement, contrairement à un sous-marin conventionnel qui peut émettre lorsqu'il est en immersion périscopique ou en surface. Et donc là, il y a uniquement un petit familigramme de 30 mots qui peut être perçu tous les 10 à 15 jours. Alors chaque message destiné à un membre d'équipage
est bien entendu lu et filtré. Il n'est absolument pas possible de se parler avec un code quelconque. Et ces messages sont donc lus par donc le personnel de la Force océanique stratégique, donc à l'amiral sous-marin, avant d'être envoyés à bord. Alors, l'absence ou l'écart dans la périodicité de ce petit familigramme peut générer un stress. Parce qu'effectivement, donc, on peut se poser des questions. Le membre d'équipage qui, au bout de 15 jours, 3 semaines, ne reçoit pas de message, il se pose des questions. Bon, lorsqu'il est parti, peut-être que son épouse était sur le point d'accoucher, etc. D'ailleurs, il faut savoir que des drames ont été cachés et qui n'ont été appris qu'au retour de mission, donc par certains membres d'équipage. Et quelquefois, quand je vous ai dit des drames, c'était des drames, la perte d'un parent, d'un proche, d'un enfant, etc. Et donc, cet espace peut, comme je le disais, générer du stress. Et je dois l'avouer, j'ai été un peu victime de cette chose-là. Lors de ma dernière patrouille sur le sous-marin Indomptable, le SNLE Indomptable de la classe Redoutable, mon épouse avait mal libellé la codification de prise en charge du message et du deuxième message. Parce que le premier message, je l'ai bien reçu, puis au bout de 15 jours, je n'avais pas d'autres messages et ainsi de suite. Alors, j'ai commencé à être inquiet. Donc, j'ai quand même interrogé le commandant second, puis le commandant, qui m'ont assuré, donc, pour le reste de la patrouille, que a priori, eux n'avaient pas reçu d'informations concernant le fait que, au niveau familial, j'avais un problème quelconque. Mais ceci étant, on se pose quand même des questions. Et il est vrai que les messages m'ont été remis en personne dans le bassin de l'île Longue au retour de la mission. Et j'ai eu cette chance extraordinaire, c'est que les messages m'ont été portés de la main à la main par l'amiral Jouard Noulins, qui était l'amiral sous-marin de l'époque. Alors, le sous-marin reçoit donc des messages, bien entendu, mais des messages d'actualité qui vont permettre de ne pas être coupé complètement donc, de la vie à terre et qui vont donner lieu à un journal télévisé que l'on fait à bord et qui vont enrichir également les rubriques du petit journal hebdomadaire de rédaction qui relate aussi les potins du bord, hein, donc avec des événements, des anniversaires, les résultats de concours de jeux, etc. Et qui relate également, j'y pense maintenant, donc effectivement, les séances de films qui seront donc diffusées au cours des semaines. Dans les autres aspects de ce confinement de longue durée, il y a le décompte. Le décompte de la durée, c'est-à-dire qu'arrivé à mi-patrouille, ce qu'on appelait donc le cabanement dans la deuxième séquence de la patrouille, c'est-à-dire entre 35 et au 40e jour, grosso modo, eh bien, tous les membres de l'équipage, qu'on le veuille ou non, hein, ils font tous pareil, on fait tous pareil. On commence à rayer les jours sur le calendrier, même si la date de fin de mission n'est pas encore connue. Parce que quand on part, on sait qu'on part pour une mission d'au moins 75 jours, on ne sait pas si véritablement on rentrera au bout de ces 75 jours. Parmi les contraintes psychologiques, il y a aussi le besoin donc, de garder son sang-froid en permanence face à l'avarie, l'incident ou l'accident. Les sous-mariniers gardent à l'esprit tous les dangers possibles et les procédures qui doivent être des automatismes pour les contrer. On peut dire d'ailleurs que les deux ennemis du sous-marinier, c'est le feu à bord et la voie d'eau. En ce qui concerne la préparation et l'entraînement aux avaries, aux incidents et aux accidents dans un même compartiment, vous voyez que par exemple ici un compartiment qui est relativement étroit, hein, et encombré, eh bien c'est pas évident donc de combattre une avarie dans des conditions d'espace limité. Indépendamment de sa spécialité, il faut noter d'ailleurs qu'un sous-marinier doit connaître les manœuvres d'urgence qui sont du ressort des spécialités différentes de la sienne. Par exemple, un mécanicien doit être capable de manœuvrer des disjoncteurs, des appareillages électriques du compartiment dans lequel il se trouve et qu'il partage avec l'électricien. De même que l'électricien doit être capable d'arrêter donc les moteurs diesel, hein, etc. Ou de manœuvrer des circuits d'air comprimé ou de fluide. Toutes les procédures de sécurité plongée doivent être impérativement connues de l'ensemble de l'équipage.
Alors, toute cette vie à bord se déroule dans un univers inhabituel de tuyauterie, hein, c'est ce que vous voyez sur cette vue, hein, de tuyauterie, de nappes de câbles, de tableaux, de manettes, de cadrans, de lumineux, où le regard ne peut pas se porter bien loin, hein, donc se projeter au-delà de quelques mètres. Et même avec l'espace plus important, voire avec sa couchette personnelle sur le SNLE, il reste malgré tout la promiscuité. L'absence d'horizon est perturbante. Et pour pallier cette monotonie d'univers, du reste, les ingénieurs ergonomes, et notamment à partir des sous-marins nucléaires, ont eu l'idée de faire peindre les différents compartiments avec des variantes de beige, de crème, pour casser l'aspect monochrome du sous-marin. Je crois que c'est assez important parce que le visuel finit par influencer notre comportement. Je vous propose maintenant de regarder donc la vie à bord face au danger. Le risque zéro n'existe pas. Le danger, comme je l'ai dit au début de ma conférence, est permanent. Il doit être accepté. Mais il faut l'avoir en tête. Et les différents types d'avaries et d'accidents graves, les pertes de sous-marins par manque d'entraînement, etc., eh bien, malheureusement, ils se sont produits et ces événements se reproduiront encore. Je vais vous citer quelques cas qui, pour certains, se sont traduits par des naufrages et la perte donc de l'ensemble de l'équipage. Je vais vous parler surtout de ce que j'ai connu, moi, donc, dans ma période de marine, et puis également ce qui est arrivé derrière lorsque je suis rentré dans la vie civile. Mais je vais commencer par la Minerve et le Rédis, les deux sous-marins type Daphné sur lesquels j'ai navigué d'ailleurs, puisque j'ai fait la Diane et, et la Flore. Et donc, sur ces sous-marins de classe 800 tonnes, le premier accident qui a eu lieu, donc, c'était la Minerve. La Minerve qui a coulé en 1968 à une vingtaine de nautiques de Toulon, hein, avec ses 52 membres d'équipage. Elle est retrouvée en 2019 par 2300 mètres de fond. La cause probable, après une interruption d'un Casex aéro, donc elle faisait un entraînement avec un breguet atlantique de Nîmes-Garon, le sous-marin a demandé à rester sur zone pour entraînement. Et du reste, sur la Minerve, la veille de son départ en mission, il y avait un officier qui était chargé de regarder si le nouveau commandant qui prenait son commandement, donc il s'agissait du commandant Fauve, si toutes les manœuvres justement face aux avaries étaient parfaitement donc répertoriées, utilisées donc dans les procédures et que tout était respecté pour qu'il puisse effectivement partir en service actif avec ce nouveau poste de commandant. Donc le Casex aéro a été interrompu par mauvaise mer et le commandant a demandé à rester sur zone pour entraînement. Lorsque le sous-marin est en immersion périscopique par mauvaise mer, il est obligatoirement en immersion périscopique de temps en temps dans le cadre d'un Casex aéro, puisque donc l'avion doit essayer de l'identifier, donc il remonte en immersion périscopique, il plonge, il essaye d'échapper à l'avion, et donc par mauvaise mer, le sous-marin est obligé de s'alourdir pour éviter d'être aspiré, je dirais, par la houle de surface. Donc il est fort probable que donc il était lourd et qu'ils ont peut-être voulu faire un exercice d'avarie de barre de plongée arrière. Et dans cet exercice de barre de plongée arrière, si on ne réagit pas rapidement en battant machine arrière pour ramener le sous-marin à l'horizontale, puisque avec une avarie de barre arrière, le sous-marin va piquer du nez, il va plonger. Et il est fort possible que si des manœuvres trop rapides sur les moteurs électriques ont fait disjoncter les disjoncteurs de tête de patrie, ils ont été privés de propulsion pour battre arrière. Le sous-marin s'est donc enfoncé. Il était difficile de chasser parce que lorsqu'il y a une certaine inclinaison, la chasse ne devient plus efficace. Et le sous-marin a donc implosé en passant les 600 mètres de profondeur. La coque sur un type Daphné est étudiée pour supporter 600 mètres d'immersion. Donc, à 600 mètres, vous avez 60 kg par centimètre carré, donc c'est énorme sur la pression qui est exercée sur la coque. Et au-delà, bien entendu,
la coque va s'écraser, c'est ce qu'on appelle l'implosion. Et cette implosion a été donc répertoriée par des sismographes qui étaient donc dans les environs du cap CP et cap Camara à Toulon. Le deuxième sous-marin du même type, c'était l'Eurydice, qui en 1970, pareil, faisait un Casex aéro. Et donc lui, il cherchait a priori peut-être à rentrer, on ne sait pas. Et donc on a pensé à un abordage en immersion périscopique avec un cargo qui rentrait sur Marseille. Des traces ont été retrouvées sur un cargo tunisien, mais sans que l'on puisse véritablement, la commission d'enquête n'a pas pu dire qu'effectivement c'était la cause principale. Ceci étant, s'il y a eu donc une voie d'eau qui a été générée par le fait qu'une partie des aériens ont été décapités, y compris par le tube Schnorchel, a priori, je dis bien, il se pourrait qu'ils aient contenu la voie d'eau, mais étant lourds là aussi, puisqu'il y avait mauvaise mer, ils n'ont pas pu reprendre une immersion et ils se sont enfoncés, pareil. Et lorsqu'ils ont atteint les 600 mètres, il y a eu également implosion de la coque épaisse. D'autres accidents, en 1970, donc derrière l'accident de l'Eurydice, en rade de Toulon, deux sous-marins se sont percutés. Donc, il y avait un sous-marin, je ne me rappelle plus d'ailleurs, la marine étrangère, c'était aussi des sous-marins conventionnels. Et donc, étant en surface, bien entendu, les moteurs diesel tournaient. Et la réaction de l'équipage a été donc de se mettre ce qu'on appelle au stade zéro, donc de tout fermer. Ils ont donc isolé l'ensemble du sous-marin par rapport à l'extérieur, sauf qu'ils ont mis du temps à couper les moteurs diesel. Et de ce fait, ils sont rentrés dans une dépression qui a fait en sorte qu'il y a eu donc des syncopes. Et parmi donc des membres du bord, je me rappelle bien, il y a eu 4 morts donc, dans cet accident. Il y a eu également donc des accidents tout à fait différents qui sont dus à des erreurs donc dans des maintenances, on va dire, hein, puisque donc sur la Doris, un type Daphné là aussi, ils avaient donc non, c'est pas la Doris. Sur un autre type Daphné, il y a eu une explosion. Excusez-moi, c'est pas un type Daphné, ça me revient maintenant, c'est un narval, une explosion de station d'huile. Tout simplement parce que la station d'huile, donc dans son système oléopneumatique, au lieu d'être gonflée à l'azote, a été gonflée à l'air. Et donc à un moment donné, il y a eu une fuite et la montée en température a fait que donc il y a eu le mélange entre l'air surchauffé et l'huile et donc explosion. Un mort quand même. Hein. Une explosion également de batterie. Et là, c'était effectivement à bord de la Doris, ça me revient maintenant, donc où il y a eu 2 morts et 5 blessés graves, dont le commandant. Derrière, je n'étais plus en activité, en mars 1994, le SNA Emeraude, en entraînement à la lutte anti-sous-marine, en plongée à 190 mètres, donc il n'était pas très grande immersion, est victime d'une fuite sur un aéro-réfrigérant d'un turbo-alternateur. La voie d'eau entraîne une fuite de vapeur par explosion d'un clapet qui brûle donc et asphyxie 10 des 12 membres du compartiment machine. Ceci étant, il y a eu une bonne réaction de l'équipage qui exécute correctement toutes les manœuvres pour le retour en surface. Donc, ils ont quand même sauvé le sous-marin. Puis en février 2009, là c'est plus spectaculaire, hein, donc sans grands dégâts, mais en février donc 2009, 2 sous-marins nucléaires se sont heurtés à faible vitesse, heureusement. C'était le Triomphant et le Vanguard anglais, deux sous-marins lanceurs d'engins, hein, donc exactement les mêmes. Ça a été d'ailleurs extraordinaire parce qu'il y avait une chance, je ne sais pas combien de milliers, qui se retrouvent au même endroit à patrouiller donc, dans l'Atlantique. Faibles dégâts qui n'ont pas interrompu les missions, mais des travaux importants de remise en état donc pendant 10 mois pour le sous-marin Triomphant. Ceci étant, la cause probable que la commission d'enquête essaye de maintenir, parce qu'ils ont donc recherché d'autres causes, ce serait un cône de silence qui aurait été généré par les 2 sonars. Hein. Donc les 2 sonars n'étaient pas en activité, ils étaient simplement en écoute, mais ils auraient généré donc le fait qu'ils n'ont pas eu de retour d'écho
et qu'ils n'ont pas pu détecter leur présence, d'autant qu'ils naviguaient à très très faible allure pour être discrets, et de ce fait, effectivement, ils ne se sont pas entendus, et ils se sont donc heurtés légèrement. C'est assez spectaculaire, hein, mais donc voilà des cas de figure, si vous voulez, d'avaries, d'accidents graves que je viens d'énumérer, hein, et donc des choses qui malheureusement, on le dit toujours, le risque zéro n'existant pas, eh bien, on aura toujours ce genre d'incidents, d'accidents ou d'avaries que l'on pourra rencontrer donc au cours des missions sur sous-marin. Alors on va parler justement du retour. Alors voilà, je voulais vous montrer aussi cette image. C'est l'équipage donc de la Minerve, hein, que l'on voit ici avec donc l'équipage du commandant Fauve. Et cette photo a été prise peu de temps avant son départ en mission. Bon, le retour de mission, il faut quand même en parler parce que sur un sous-marin conventionnel, il y a peu d'effets sur le plan cognitif et environnemental. La seule chose qu'on peut déceler, c'est que pendant les premières heures à terre, hein, on peut avoir une démarche chaloupée si le retour sur le plancher des vaches se fait après avoir essuyé plusieurs jours de gros temps. Hein. Les gyroscopes de nos oreilles internes vont mettre un peu de temps à se stabiliser. Pour le sous-marinier donc nucléaire, hein, qui a fait une longue mission, eh bien, les premiers effets sont perturbants. Et ils sont, par exemple, les bruits de la rue. On n'est plus du tout habitué à entendre des bruits. Comme je vous le disais, on n'a que le ronronnement à peine perceptible du conditionnement d'air. Donc, tous les bruits en dehors des bruits de voix, bien entendu, que l'on peut rencontrer donc, dans la circulation urbaine, eh bien, nous perturbent dans les premières heures, et voire même presque les 2 premiers jours. Il y a aussi la notion d'espace qui génère des attitudes inhabituelles. Au retour des premières patrouilles sur certains sous-marins, donc, on a eu des accidents de voitures. Alors, les analyses ont montré qu'il y avait une absence momentanée à la fois de notion de vitesse en se rapprochant de l'obstacle, et de ce fait, la proximité donc avec les obstacles était quelque chose qui était à prendre en compte dans les premiers moments où on se retrouvait à terre, puisque ce problème, je dirais, de perception, hein, ce problème qu'on pourrait appeler cognitif, était tout simplement dû au fait que pendant de nombreux jours, eh bien, on était dans un espace avec un champ visuel qui était réduit. Donc il a été recommandé aux sous-mariniers, au retour de mer, de s'abstenir de conduire dans les premières heures, pour certains, voire pendant une journée ou deux. Et la mission se termine par les préparatifs de la maintenance que devra subir le sous-marin avant son départ pour la prochaine mission. Le fait qu'il y ait 2 équipages sur le sous-marin nucléaire, dès que la liste exhaustive des travaux de remise en état qui est examinée conjointement avec l'équipage qui partira dans la prochaine mission, parce que pour des raisons de sécurité, c'est l'équipage qui part, qui va donc avec les ouvriers de l'arsenal, les ingénieurs de l'arsenal remettent en état donc, le bateau. C'est-à-dire qu'ils ont tout intérêt à faire correctement leur travail s'ils ne veulent pas justement essuyer trop d'avaries au cours de la mission. Et donc dès que cette passation de suite est faite, l'équipage, hein, ça se fait donc la passation de suite en une semaine, une dizaine de jours, on va dire, et bien sitôt après, l'équipage peut partir en congé, avec des congés qui sont quand même des congés de longue durée, puisqu'ils ont d'entrée de jeu, les sous-mariniers nucléaires, 1 mois de congé au retour de mission. C'est pas la même chose pour le sous-marin conventionnel qui, après les principales réparations, à défaut de permission, risque de repartir et peut-être appelé à repartir en mer. Donc, vous voyez qu'ils n'ont pas des permissions immédiates dès leur retour de mission. Alors, même si les missions sont beaucoup plus courtes, c'est vrai qu'ils sont dans un rythme qui est complètement différent parce que, pour des raisons quelconques, et ça, c'est surtout ces sous-marins conventionnels qui existent encore, comme je vous le disais, donc diesel électriques, qui ont des missions de courte durée, bien, ils peuvent effectivement rebondir plusieurs fois sur des missions avant de se retrouver en congé. Voilà, avec cette évocation quelque peu condensée de la vie à bord, j'espère vous avoir montré la vie particulière de ces hommes qui sont fiers d'appartenir à ce qu'ils considèrent, à juste titre, à mon sens, comme une élite.
Pour ma part, donc, j'ai été sous-marinier pendant 15 années de ma vie, j'en garde de nombreux souvenirs. Après cette période passée dans la Marine nationale, j'ai tourné la page, comme on dit, pour faire une carrière civile dans le domaine aéronautique et spatial. Toujours la passion du domaine technique, bien entendu. Mais je dois avouer que ces 15 années qui m'ont marqué et façonné, ben, j'en rêve encore. Et il m'arrive de me dire qu'excepté mon statut de papy, je serai encore prêt à embarquer. Ceci étant, on ne voudra pas de moi avec mes 79 ans. En fin de carrière, le commandant de l'école de navigation sous-marine, où j'étais instructeur avant de passer dans la vie civile, m'a fait l'honneur de me faire embarquer en qualité de passager durant une semaine sur le premier sous-marin nucléaire d'attaque, le Ruby, qui finissait ses derniers essais à la mer avant de rentrer en service actif. J'ai ainsi refermé mon carnet d'heures de plongée au total général de 18 449 heures. Merci de votre attention. Merci Philippe pour cette excellente présentation et passionnante présentation. Bravo. Je suis personnellement très impressionné par tout ça. Il y avait des questions. Alors, on va d'abord prendre les premières. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle, je crois, c'est Louis-Georges Santin, je crois, qui pose la question suivante. Sur sous-marin nucléaire, doit-on comprendre que les billes d'alumine sont constamment recyclées? Donc, pas de limitation de temps en plongée pour le CO2? C'est comme ça qu'il faut l'entendre? Tout à fait. Alors, comme c'était une conférence sur les aspects, je dirais, facteurs humains, je n'ai pas voulu rentrer dans le technique. Ceci étant, je peux apporter bien entendu une réponse, mais il faut savoir que sur les sous-marins en règle générale, hein, même sur certains sous-marins conventionnels, on trouvait quand même des redondances de beaucoup d'appareillages. Sur sous-marin nucléaire, c'est indispensable. Il y a une redondance permanente de tout ce que l'on rencontre. Et donc, les usines de décarbonatation sont au nombre de deux. Donc, il y en a une qui est en activité, où l'on fait passer justement le conditionnement d'air sur ces billes d'alumine, et l'autre qui est en régénération. C'est-à-dire qu'on régénère donc ces billes d'alumine à partir d'un chauffage particulier qui vont faire en sorte qu'elles seront capables d'absorber donc le CO2 lorsque viendra leur tour d'être en activité. Et ces billes d'alumine sont associées également à des tamis moléculaires et des tamis donc à base de mousse de platine qui permettent de récupérer, le cas échéant, si on a fait tourner les moteurs diesel, hein, parce qu'on peut très bien se retrouver à utiliser les moteurs diesel sur un sous-marin nucléaire si on perd la chaufferie nucléaire. Il faut bien pouvoir remonter en surface et pouvoir naviguer en surface jusqu'à attendre, bien entendu, la venue d'un remorqueur de haute mer. Et donc, on fera tourner les moteurs diesel. Et pour éviter donc de maintenir des fuites d'échappement donc dans l'air du bord, on a également ces fameux tamis en mousse de platine. Du reste, ils sont également utilisés pour contenir une partie de l'hydrogène que génèrent les batteries au plomb. Bien, merci Philippe pour cette réponse. Il y a Charlie aussi qui pose la question suivante. Est-ce qu'il est possible d'être ingénieur dans la marine? J'imagine que c'est un jeune, Charlie. Oui, bien sûr bien sûr, les gens qui rentrent à l'école navale vont ensuite choisir des spécialités. Hein. Tous ne sont pas des commandants de navires, d'unités navigantes, hein, quelle qu'elle soit. Et donc, il y a bien entendu des gens qui vont faire ce que l'on appelle le corps des ingénieurs, hein, pour la sécurité plongée, pour la pratique des chaufferies nucléaires, puisque maintenant, de plus en plus sur les unités navigantes stratégiques, on a de la chaufferie nucléaire. Et donc, c'est une spécialité d'ailleurs que l'on a vu arriver obligatoirement avec la création de ces réacteurs que l'on a réussi grâce au CEA et notamment avec les prototypes à Cadarache à miniaturiser pour faire rentrer dans la coque des sous-marins. Alors j'ouvre d'ailleurs une parenthèse, c'est que entre le SNLE, le réacteur du SNLE et le réacteur du SNA, le SNA étant plus petit, eh bien les ingénieurs, aussi bien de la DCAN que les ingénieurs de Cadarache, ont fait en sorte que pour miniaturiser encore ce réacteur, il puisse tourner non plus dans son circuit primaire avec des pompes de circuit primaire qui vont donc faire circuler l'eau qui est chauffée par
les barres de combustible vers les échangeurs, lesquels échangeurs vont recevoir une eau qui n'est pas du tout de l'eau radioactive, mais une eau qui va circuler donc vers les turbo-alternateurs et les turbopropulseurs. Et donc, ils ont supprimé ces pompes et ce circuit donc avec des pompes de circulation, des pompes avec une étanchéité particulière, ils les ont supprimés et ce réacteur fonctionne en thermosiphon. Ce qui est d'ailleurs une première mondiale parce que il n'y a pas eu, lorsque ça a été créé, aucune autre marine ne possédait des réacteurs aussi miniaturisés fonctionnant en thermosiphon. Ok, une autre question posée par François Bess. Quelles sont les dimensions caractéristiques du cône de silence pour l'anti-abordage? Alors ça, c'est un domaine que je ne maîtrise pas parce que c'est un domaine particulier. Il faut savoir que Oui. l'acoustique dans l'air et l'acoustique dans l'eau, ce sont des choses aussi très particulières. Hein, donc, et les sonars, ce qu'il faut savoir, c'est que les sonars peuvent être utilisés en mode actif, c'est-à-dire qu'ils émettent les fameux bing qu'on entend et qui vont donc percuter un obstacle et revenir vers le sous-marin, qui permettra donc d'identifier la distance et le gisement. Et puis, les sonars peuvent être également uniquement en mode réception. Donc, ils ne font qu'écouter. Donc, on manœuvre, on a d'abord des systèmes de microphones qui sont répartis sur le sous-marin, donc qui permettent d'écouter tout ce qui se passe dans l'eau. Et contrairement à ce que disait le commandant Cousteau, ce n'est pas le monde du silence parce qu'il y a beaucoup de bruit dans l'eau, y compris lorsqu'on est à proximité d'un banc de crevettes claqueuses, on les entend parfaitement. Et donc, non, là, ce cône de silence, ben, je ne sais pas exactement comment l'expliquer. Ça, ce sont effectivement des spécialistes en acoustique marine qui pourraient le dire. Mais c'est ce qui a été retenu par cette commission d'enquête. Une autre question, est-ce que on utilise des techniques de relaxation de type yoga ou autre pour contrôler le stress des membres d'équipage? J'ai pas connu ça, et maintenant peut-être que c'est quelque chose qui existe à bord, hein, qui peut être d'ailleurs pratiqué par le médecin et l'infirmier anesthésiste, hein, s'ils ont reçu effectivement une formation, pourquoi pas. J'ai pas connu ça à bord. Alors une autre question de Charlie, ça doit être toujours même Charlie, jeune. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles dans la marine, De de filles, femmes dans la marine? oui, alors à mon époque, il n'y avait pas de femmes au sous-marin nucléaire, ni au sous-marin conventionnel, d'abord parce que donc le nombre d'équipages était réduit, mais aujourd'hui ça se féminise. Donc sur SNLE, si ça a dû se faire sur la nouvelle génération de SNLE, au SNA aussi. Je sais que sur la classe Suffren, il y a des femmes qui sont embarquées, donc, et notamment des officiers qui sont embarqués sur ces sous-marins nucléaires d'attaque. Très bien, Philippe. On a terminé les questions qui étaient dans la messagerie instantanée. Y a-t-il des questions des personnes qui voudraient compléter? Euh, Jean-Claude? oui, j'ai levé la main. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans l'exposé qui était prévu, qui était surtout orienté sur la vie à bord et les facteurs humains dans cette vie à bord. J'avais une question. Sur les 70 jours de plongée des SNLE, est-ce qu'il y a de nombreuses simulations d'entraînement au combat? Oui, alors Est-ce effectivement, que je ne l'ai vous pas pouvez évoqué nous parce en que dire ça un peu rejoint. plus? Oui, alors je ne l'ai pas évoqué parce que ça rejoint un peu le domaine technique, hein. Bah oui, Si je faisais une conférence sur l'aspect technique des SNLE ou des SNA, j'en parlerai. Dans les postes de combat, eh bien entendu, on reçoit donc un ordre de tir qui arrive de Taverny, entre autres. Hein, donc c'est programmé donc par l'amiral sous-marin, donc et c'est bien entendu toujours en relation avec la présidence de la République. On reçoit un ordre de tir, on ne sait pas si c'est un exercice ou si c'est des tirs réels. très bien. Donc, quand on rappelle au poste de combat, on rappelle comme si on allait tirer. Et c'est le but principal de la mission, c'est-à-dire que ce SNLE, il part bon de guerre. C'est-à-dire qu'il est, bien entendu, il n'a pas de missiles d'exercice, ce ne sont que des missiles qui emportent les bombes, donc qui sont dans la partie supérieure du missile, logés avec les leurs. Donc on déroule la séquence jusqu'au moment où effectivement la séquence va s'arrêter parce que c'était un exercice, mais qui doit être effectivement donc décodifié à la fois par le commandant et le commandant second, comme si c'était un exercice, un tir réel.
Donc, Très bien. les simulations qu'on fait sont provoquées de l'extérieur on se comporte comme si c'était vraiment un ordre de tir. Tout à fait, parce que ça arrive à n'importe quel moment de la journée. Ça peut se retrouver sur deux journées successives, etc. C'est franchement aléatoire. Et le but, est effectivement, de maintenir toujours l'ensemble de l'équipage dans la situation du poste de combat réel. Et alors donc, sur 70 jours, on peut avoir combien d'ordres fictifs comme ça? Oh, ça peut aller jusqu'à une vingtaine d'ordres Ah, fictifs, hein. d'accord. Donc, on est vraiment Ah oui, sous tension assez fréquemment. tout à fait. Il y a effectivement, comme je ne l'ai peut-être pas suffisamment bien explicité dans ma conférence, mais il y a effectivement une forme de stress quand même, hein, qui se dit Oui, que, comme on ne sait pas, parce que d'autant que lorsque j'ai navigué, on était encore avec la guerre froide, hein, il ne faut pas l'oublier. oui, Donc voilà. Oui, il y avait quand même une certaine tension nerveuse au moment où on rappelait au poste de combat. oui. Merci. D'autres questions? Oui, j'ai une question, oui, Georges Santin. Je voudrais Oui, savoir, vas-y. dans les exercices, là, donc on parle pour les SNLE d'exercices de tir, bon, enfin, simulés au réel, mais j'imagine qu'il y a aussi des exercices de chasse entre sous-marins. Par exemple, le SNA, il va essayer de, entre guillemets, descendre le SNLE, etc. Tout à fait. Parce que Tout à fait. j'imagine que ça fait partie notamment pour les SNA, les SNLE, c'est le jeu du chat et la souris aussi. Absolument, c'est-à-dire que le SNA, ben, il ne va pas se contenter pendant la phase de temps de paix dans laquelle on est, il ne va pas se contenter d'attaquer enfin de chercher à attaquer des bâtiments de surface, hein, en entraînement. Non, il va s'entraîner également avec des SNLE, c'est bien évident. Alors le SNLE, lui, il va essayer, qu'est-ce qu'il va faire dans cette opération? Il va essayer de rester bien entendu discret, c'est-à-dire qu'il n'y a que véritablement s'il s'aperçoit qu'il risque d'être décelé et d'être donc attaqué, il va également se défendre puisqu'il y a en dehors des tubes lance-missiles qui sont donc sur la partie centrale du sous-marin, Il y a des à torpilles l'avant, aussi. à l'avant, au niveau Mm. de l'étrave, il y a bien entendu un poste torpille avec toutes les torpilles modernes que l'on a aujourd'hui, aussi bien des torpilles philo-guidées que des torpilles. Il y a différents types de torpilles, hein, qui seront donc utilisées en fonction de la menace qui est donc faite vers le SNLE. Et par exemple, quand on voit des films comme Octobre Rouge, vous considérez que c'est d'un bon réalisme pour se rendre compte de ce qui se passe à bord? C'est pas trop enjolivé, c'est assez réaliste. Il y a un film qui est très réaliste par contre et qui met en évidence le fameux écouteur d'élite, l'homme aux oreilles d'or, que l'on embarque à bord d'un sous-marin, aussi bien conventionnel d'ailleurs que d'un sous-marin nucléaire. C'est le Chant du Loup. Ceux qui Oui, ont pu voir le Chant du Ah Loup, oui, avec Omar Sy, oui. Mm. oui, voilà. Mm. on l'a lu, on l'a vu. La seule différence que je vois moi dans ce film, c'est qu'il est effectivement donc dans la configuration des SNLE de deuxième génération, donc de la classe triomphant. Et lorsque j'ai navigué moi sur le Redoutable, on ne portait pas nos galons, on était tous habillés de la même manière, du commandant au quartier-maître, hein, qui était à la souillarde ou à la buanderie, etc. Donc on avait tous un blue jean et un t-shirt couleur, on va dire, gris-souris. Mais donc, l'équipage était justement extrêmement soudé parce que il n'y avait pas, on ne marquait pas les différences hiérarchiques et on considérait que cet équipage ne formait vraiment qu'un tout. Donc, le commandant, j'ai navigué avec le commandant, le capitaine de frégate Louzeau, qui bien entendu est passé amiral à l'issue. Il est décédé malheureusement il y a 8 ans maintenant. Il reste toujours dans ma commune d'ailleurs à Fontenay-Fleury, le commandant Bisson, qui était le deuxième commandant capitaine de frégate du Redoutable à l'époque. Et donc, ces deux pachas ont tout à fait accepté que tout le monde soit dans la même tenue, et c'était donc ce qu'avait prévu également l'amiral sous-marin, l'amiral Joan Moulins, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors aujourd'hui, ils sont habillés différemment. Ils ont donc, vous avez pu voir dans le Chant du Loup, donc des tenues avec des bandes réfléchissantes, hein, qui peuvent être utiles effectivement en cas d'incendie, s'il y a le feu, etc. Mais par contre, ils portent des galons, ce qu'on ne faisait pas,
sur les sous-marins conventionnels. Quand j'ai navigué sur sous-marins conventionnels pendant 3 ans, effectivement, le commandant portait ses galons, les autres officiers aussi, les officiers mariniers, et les quartiers-maîtres, etc. Tout le monde portait ses galons. Marrant, ça, quand même. Michel, tu veux poser une question? Il y a François Bess là qui pose une question. Je te Non, laisse non, la parole. allez-y, je disais simplement que c'était marrant, c'était étonnant comme procédure, quoi, cette histoire de galon sont dans les conventionnels et pas dans les nucléaires. Oui, 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 tout à fait. On considérait que justement pour maintenir durant cette durée qui était quand même importante, qu'on ne connaissait pas, qu'on était en train de découvrir avec le Redoutable, on considérait que pour maintenir déjà une cohésion, il fallait qu'effectivement il n'y ait pas de disparité, tout le monde était logé à la même enseigne. Il faut savoir que d'ailleurs que la cuisine qui est faite par le cuistot ou le pain par le boulanger, c'est la même chose pour le carré des officiers que pour la cafétéria du reste de l'équipage. Je voulais, Euh, Oui, oui. c'est le micro, mais j'ai du coup, posé. je voulais rebondir sur la question de Michel. Peut-être que dans les sous-marins, les SNLE, on ne porte pas les galons, mais peut-être que, puisqu'on est 2 fois 135, à peu près, 110 maintenant. bon, 2 fois 110, les 2 fois 110 savent qui est le pacha. Ben, Oui, oui. À mon avis, oui. ils doivent savoir qui est le Non, pacha mais quand même. oui, oui, mais sur les sous-marins de nouvelle génération, ils portent leur galon. C'est pas que Bon, dans le ben, film Le Chant du Loup. d'accord. Mais si on est dans un sous-marin où on ne porte pas les galons, je pense quand même qu'on doit savoir Bien dans sûr, son fort intérieur où est le vrai pacha, le vrai bien chef, sûr, bien sûr, bien sûr. même Non, s'il non, ne mais porte pas de galons. oui, 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 oui. Non, mais tout à fait, tout à fait. Non, non, mais d'abord, il y a une inspection du commandant qui est faite quand on est à terre, etc. On se retrouve Ben aux Roches oui, d'Ouvre pour l'entraînement parce qu'il y a des simulateurs sur la base des Roches d'Ouvre à Brest. Lorsque l'on rentre de congé, des 90 jours de congé ou des 30 jours de congé, on passe aux Roches d'Ouvre et là, donc, on rencontre le reste de l'équipage. Donc, le on voit commandant bien. Ouais. nous briefe, etc., nous parle des missions à venir, etc. Donc, des nouveaux équipements qui peuvent avoir été mis à bord, etc. Donc, non, non, on connaît parfaitement le commandant, on connaît parfaitement les ingénieurs, donc Oui. les capitaines de corvette qui sont ingénieurs, etc. Tout le monde se connaît à bord. Et quand je parlais tout à l'heure des rencontres au sein de la cafétéria, c'est que justement, on essaye de faire connaissance. Il y a des nouveaux qui Voilà. arrivent à bord, on essaye de faire connaissance. En parlant des nouveaux, je pourrais vous raconter aussi une petite anecdote là pour la fin. C'est que sur l'Indomptable, j'étais donc sur le pont dans le bassin, puisque je n'ai jamais fait partie des postes de manœuvre extérieurs. Dans mon poste de manœuvre, j'étais à l'intérieur, notamment sur l'Indomptable dans ma dernière patrouille, où j'étais responsable de la tranche D, dont je pourrais parler un jour à l'occasion d'une conférence technique. Et donc j'étais sur le pont avec d'autres collègues officiers mariniers, et on bavardait juste avant que, effectivement, on commence à nous faire sortir du bassin. Et donc, on redescend d'abord. Et on a un jeune aspirant. Dans la marine, on appelle ça des gambis parce qu'ils portent non plus des gants noirs, mais des gants couleur bi. Et de ce fait, il arrive avec sa valise et son uniforme. Il pose sa valise sur le pont. Il voit donc, on était 3 ou 4 officiers mariniers à discuter. Il nous aborde et il donne mission à un de mes collègues officiers mariniers, c'était un maître principal, qu'est-ce qu'il était, lui, je ne me rappelle plus sa spécialité, peu importe, mais il lui dit, premier maître ou maître principal, pourriez-vous déposer ma valise au carré, s'il vous plaît? Oula. C'est la première fois que ça arrivait, parce que en règle générale, justement, sur un sous-marin où tout le monde fait corps, c'est un Oui. esprit de corps, ces choses-là ne doivent pas arriver. Bah oui. La valise est bien descendue avec le maître principal en question, mais il a mis 3 jours à la retrouver. Ah bah Et donc, voilà. le maître principal est allé voir le commandant en lui disant voilà ce qui s'est passé, etc. Et le commandant lui a dit non, non, vous ne lui rendez pas tout de suite, gardez-la au moins 3 jours, ça lui fera les pieds. Bah, Voilà. Donc, vous voyez, c'est une forme, pas de bizutage, mais on considérait que là aussi, il y avait des us et coutumes à respecter et qu'on n'embarque pas comme ça sur un sous-marin comme on embarquerait dans une base à terre où effectivement on peut faire. On peut, comment dirais-je, montrer le niveau hiérarchique que l'on a ou la prétention hiérarchique que l'on peut avoir. Voilà. oui. On redonne la main à François Bess là qui va poser sa question. Ouais, ça y Vas-y est, j'ai François. le micro. Donc, c'était juste savoir quel est le moyen de défense qu'a un SNLE ou SNA si il est repéré par des sonars qui ont été plongés par des hélicos et
sa localisation par triangulation passée à un avion de lutte anti-sous-marine type ATL-2? Alors, il faut savoir qu'un sous-marin, quel qu'il soit, hein, nucléaire ou conventionnel ou autre, la première chose qu'il fait lorsqu'il plonge, il fait ce qu'on appelle une bâtissélérimètre. C'est-à-dire qu'il va donc identifier les différentes couches d'eau de mer à des températures différentes. C'est un peu comme dans l'air, hein. On s'élève, la température diminue, puis à un moment donné, en dehors des couches presque limites, on va retrouver des températures positives. Et on va se servir justement de ces différentes couches de température de l'eau pour pouvoir se cacher, parce que ces différentes couches vont avoir un effet de prisme ou de miroir qui font que les ondes des sonars vont se répercuter dessus et on va donc pouvoir être beaucoup plus discret. Ceci étant, le sous-marin nucléaire, s'il se sent effectivement menacé, attaqué, son moyen de défense, c'est la torpille. Et donc aujourd'hui, il y a des torpilles très intelligentes en plus, hein. C'est-à-dire qu'il peut donc lancer une torpille en prévision d'un risque qui est avéré, puisqu'il a effectivement perçu le fait qu'il pouvait être menacé par un autre sous-marin. Et cette torpille, elle va naviguer dans le secteur où se trouve le sous-marin ou à proximité, sans se faire repérer elle-même, puisque on a des torpilles qui ont effectivement des sonars également pour se diriger, mais également des appareils microphoniques. Elles peuvent être tout à fait discrètes et elles ont enregistré la trace sonore du sous-marin qui va attaquer le SNLE. Donc, elles se déclencheront au moment opportun, sans que le SNA ait pu savoir qu'on a tiré une torpille. Maintenant, vous avez toutes sortes, comme je le disais, là on pourrait rentrer dans une conférence technique sur le monde des torpilles, mais sachez que c'est spectaculaire. On a également des torpilles avec des changements, des missiles à changement de niveau. C'est-à-dire que la torpille, elle embarque un missile qui va effectivement crever la surface pour attaquer donc un bâtiment de surface. Donc le SNLE, s'il est repéré aussi bien par un sous-marin que par un bâtiment de surface, il peut se défendre. Eh bien, ben, merci beaucoup. J'aurais une Philippe. question. Oui, qui a une question? Oui, 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 oui. c'est sur la sélection des sous-mariniers après l'école à terre. Est-ce qu'ils passent par une période d'embarquement sur un navire de surface pour voir si psychologiquement ils sont stables, que ça va bien aller, ou est-ce qu'ils passent directement de l'école à terre au premier embarquement sous-marin? Alors, en règle générale, s'il y a un passage en surface, c'est pour des spécialités qui touchent effectivement la chaufferie, l'appareil à vapeur. Parce que un sous-marinier qui vient des sous-marins classiques, des sous-marins conventionnels et qui doit embarquer sur un sous-marin nucléaire, il ira obligatoirement faire un stage en bâtiment de surface pour la vapeur. Ceci étant, dans le mode d'embarquement, donc il y a une sélection par des tests psychotechniques qui permettent de déceler effectivement les caractéristiques d'un individu qui serait pas adapté pour embarquer sur un sous-marin, qu'il soit conventionnel ou nucléaire, hein. C'est-à-dire que donc on a des gens, indépendamment de la claustrophobie, hein, parce que on peut ne pas être claustrophobe, mais finalement se sentir pas à l'aise, hein, et puis au bout de quelques jours présenter donc des risques pour le reste de l'équipage. Donc, il nous reste à remercier grandement Philippe pour sa présentation et toutes les explications qu'il nous a fournies. C'est vraiment super. Un grand merci, Philippe. Et Alors, puis, respect, je respect. vous, je vous remercie aussi, je remercie tous les participants et puis je vais vous souhaiter donc des bonnes fêtes de fin d'année en vous demandant d'avoir une petite pensée pour les sous-mariniers qui passeront ces fêtes de fin d'année en mer. Merci à Exact. tous. On y pensera. Merci beaucoup, Philippe. Et au revoir à tous et bonne fête de fin d'année si on ne se revoit pas en visiophonie. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, au revoir.